Cerno. Épisode 106. Soudain, on me dit, voilà, c'est Thierry Paulin qui arrive, qui va être hospitalisé. Et donc, moi, je me prépare. Et en même temps, il y a de l'effroi. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, quelle va être la nature de nos échanges. Est-ce que c'est quelqu'un qui est manipulateur? Est-ce que c'est un monstre? Je ne savais pas comment il allait arriver. Anne-Hélène, on fait le café à l'ancienne. Ah oui. Oui. J'aime pas beaucoup les micros. Je sais pas si tu l'as vu, ma chatte. Chacun son tour. Il tuait comme d'autres vont au bureau. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. Quand tu travestis, non, tu te dis pas je m'appelle Thierry, quoi. Si j'avais la santé, j'irais travailler. Soyons sur le qui-vive. Quand on ouvre la porte, on voit le corps. Mais quand on est vieux, on pense à la mort. Paulin s'acharnait sur Johanna Secaresco. Plus personne ne se souvenait d'elle. Un sucre. Cerno. Non merci. 3, 2, 1. Et donc, Thierry Paulin arrive en transfert, nécessitant donc des soins continus. Donc, son état, lorsqu'il est arrivé là, était... donc, effectivement, déjà, il était extrêmement connu, puisqu'à l'époque, il avait été arrêté après qu'on l'ait recherché et qu'il faisait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Et donc, il était, on va dire, le détenu le plus connu de Cusco lorsqu'il a été hospitalisé. Le 1er décembre 87, jour de son arrestation à 26 ans, Thierry Paulin était tristement entré dans l'histoire. Aux côtés des Landru et Petiot, il était accusé de 18 meurtres de vieilles dames assassinées à Paris entre 84 et 87. Il souffre d'une maladie incurable, sans doute le sida. Donc je l'ai soigné pendant quelques jours uniquement, et donc les échanges étaient assez réduits, assez rudimentaires. Qu'est-ce que vous vous disiez ? Alors, il répondait de manière très brève à mes questions, qui tournaient essentiellement autour de son état. Est-ce que vous souffrez ? Est-ce que... Voilà, il était extrêmement affaibli, très amaigri, méconnaissable, quasiment méconnaissable en fait, et avec un échange, encore une fois, qui tournait autour de son examen clinique et de son état de santé. Alors, pour recontextualiser, avec l'épidémie de sida qui survient, les premiers cas, c'est dans le début des années 80. Je me souviens, 82, on commençait à savoir qu'il y avait un syndrome d'immunodéficience acquise. On savait nommer, on savait pas au début quelle en était la cause. On voyait, et en fait, on a très tôt, nous, les étudiants de cette époque, il me semble, très tôt l'expérience de maladies graves, mortelle, puisque à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas de traitement qui pouvait prolonger la vie. Et on voyait effectivement des jeunes, beaucoup de jeunes de notre âge condamnés. C'est-à-dire que quand on apprenait à l'époque qu'on était séropositif, on savait qu'on allait mourir. Et cette expérience, elle est très marquante pour, je pense, notre génération de médecins. On est étudiant et on apprend un métier dans lequel... on apprend en fait que on peut pas sauver. Enfin, je pense que quand même, la plupart de nous, on a une haute idée de notre métier qui est de sauver l'humanité. Et en fait, très tôt, moi je suis en première année, deuxième année de médecine, on se trouve complètement démunis devant un mal qui entraîne la mort, contre lesquels on n'a aucun moyen. Et je pense que notre génération a été très marquée par ça. Impuissance. Impuissance totale. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez violent. Finalement, Thierry Paulin, il s'inscrit vraiment dans une période d'hiver, de froid, de dureté, enfin d'une époque difficile. C'est une période assez austère. Et je dirais que le fait que
Thierry Paulin soit assassin avec toute la monstruosité que peut avoir effectivement, parce que je crois qu'il torturait ou violait des femmes âgées, donc il y a quelque chose d'assez monstrueux dans ses actes. Violer, je pense pas. Ah, d'accord. Donc, Mais torturer, oui. Voilà, donc il y avait quelque chose d'assez monstrueux ou cruel en tout cas. Mais je dirais que l'époque, la période, cette maladie qui frappe comme ça était aussi cruelle et frappait toutes sortes de personnes. Comme je vous le disais, je vois quelqu'un de très démuni, de très affaibli. De seul. Très seul, ah oui. Très désœuvré, très démuni, et très affaibli par la maladie. Mais son état s'aggravant, j'ai décidé de le transférer à Claude Bernard, à l'hôpital Claude Bernard. C'est où ? C'est dans le nord de Paris. Okay. C'est un hôpital qui est fermé maintenant, je crois. Son état ne s'améliore pas, s'aggrave. Et donc je décide de ce transfert. Il était extrêmement surveillé, c'est-à-dire qu'il y avait 3 policiers devant la porte, 3 policiers à l'intérieur de la salle, qui ne voulait pas me laisser seule avec lui au moment de l'examen, alors que son état clairement écartait complètement toute possibilité d'agression. Voilà. On sentait beaucoup de fébrilité autour de ce prisonnier. Et je téléphone au médecin, donc responsable de l'unité de réanimation, pour lui faire part de cette éventualité de transfert, de cette demande de prise en charge. Et je lui décris le cas, et il me dit oui, bien sûr, oui, transfère-le-moi, j'ai une place à 17h. Alors donne-moi son nom, prénom et date de naissance. Et donc je lui dis Paulin, Thierry, né le. Et là il marque un temps d'arrêt. Et il me dit, mais attends, c'est Thierry Paulin, le Thierry Paulin ? Et je lui dis, oui. Et donc là, on sentait qu'effectivement, il n'était pas préparé, on va dire, à recevoir un patient aussi célèbre, entre guillemets, mais qu'il l'était néanmoins. Et tout en réfléchissant à voix haute, il me fait, écoute, ouais, ok, oui, ok. Oui, non, mais ok, je le prends. Mais voilà, c'est toute l'ambiance autour de lui qui, elle dénotait entre cette personne affaiblie, vraiment, qui allait mourir quelques heures ou quelques jours après, et la fébrilité qu'il y avait autour de sa personne et de son nom, que ce soit au niveau des policiers, de l'inspecteur qui était là aussi. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de lui, alors que lui, finalement, il était dans un état très avancé en pré-mortem, on va dire. Hein. Donc, il était absolument inoffensif. En tout cas, au moment où moi je l'ai rencontré. Donc j'organise, alors je dis que je veux le transférer. Donc là, c'est fébrilité au maximum. On appelle d'autres policiers. Il me dit, mais vous êtes sûr ? Voilà, je sens que ça va poser problème, en tout cas, que ça engage une procédure extrêmement lourde. Donc on me dit, mais 17h, c'est pas possible, il faut qu'on fasse la demande, etc. Donc là, il y a tout cet aspect qui dépasse complètement l'aspect médical. Là, c'est le juridico-policière qui prend le pas. On entend des sirènes, des voitures qui arrivent en bas, bien sûr, hein, mais qui tournent, qui résonnent en bas. Les talkie-walkie, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas de téléphone portable, etc., sonnent, grésillent, et autour de quelqu'un, encore une fois, qui va bientôt mourir. Et donc, voilà, toute cette agitation me paraît complètement dérisoire, en réalité. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que à la fois c'était une star des criminels, des médias et tout ça. C'était un assassin. Mais ce que vous décrivez, c'est qu'à ce moment-là, pour vous, peut-être, c'était un être humain dans sa plus grande vulnérabilité, quoi. Oui, puis le dénuement le plus complet. Il était quelques heures avant sa mort, donc extrêmement démuni et inoffensif. C'est drôle de dire ça pour quelqu'un dont la réputation était d'être quelqu'un de très cruel et avec une action presque inhumaine, en tout cas. Et lui, effectivement, là,
il redevenait humain. Je ne sais pas si l'humanité se réduit à ça, mais en tout cas... Il a toujours été, peut-être. Ou peut-être. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est notamment le fait que vous aviez le même âge que lui. C'est ça. Je me dis que lui, il a tué des femmes innocentes, et vous avez essayé de soigner un homme coupable. Au même âge, en fait, il y a un miroir comme ça. Inversé. Et vous pensez qu'il avait conscience du fait qu'il allait mourir ? Oui, je pense. Oui, je pense. Je pense que quand on est aussi affaibli et l'état général s'altère, je pense qu'on a conscience effectivement que l'on peut mourir. Et le contexte à l'époque était d'une mort certaine. Atteint du sida, il était transporté à l'hôpital le 22 mars dernier. Il décédait cette nuit. Avec ce jeune homme souriant et poli, disparaît sans doute l'un des plus grands criminels de la France du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, et que je ne m'explique pas, c'est que je ne sais pas, puisque Françoise effectivement m'a contactée en me disant « Est-ce toi qui as signé le certificat de décès de Thierry Paulin ?» Eh bien, je ne peux pas me souvenir si il a eu le temps d'être transféré et qu'il est mort quelques heures après son transfert, ou si il est décédé. Il me semble que le transfert a eu lieu, mais je ne peux pas vous le garantir. Vous vous souvenez de l'avoir vu mort ? En fait, son état avant le transfert, c'est quand même quelqu'un qui allait mourir, donc il était quasi mort. Donc vous ne vous souvenez pas je ne me souviens pas. Si vous l'avez vu mort ou pas ? Exactement. Et si vous avez signé son certificat de décès ou pas ? Exactement. Mais je pense me souvenir, mais c'est étrange comme c'est troublé, parce que il faut imaginer un brouhaha autour de... Quand j'ai dit que je voulais le transférer, et enfin voilà, encore une fois, j'ai 24 ans, je décide de quelque chose qui me dépasse en quelque sorte, parce que je vois que ça entraîne une procédure, tout le monde s'affole autour de moi, oui, transfert Thierry Paulin, oui, et ça dépasse sa situation, on n'est plus dans le soin. Là, ça déclenche effectivement, j'imagine, un transfert de haute sécurité, avec des fourgons, des voitures qui précèdent, qui encadrent, des gens qu'il faut mobiliser rapidement. Je leur dis, voilà, moi je suis une jeune fille de 24 ans, je commence mon métier, et je leur dis, non, mais ça, il faut le transférer, et avant 17h. Et je me retrouve devant une machinerie qui entraîne quelque chose qui n'est pas adapté à la situation. C'est ça qui me frappe. À cet homme qui va mourir dans les heures qui suivent et qui ne nécessite pas ça. Et encore une fois, je pense qu'on l'a transféré et qu'il est mort quelques heures après. Peut-être que le compte-rendu d'hospitalisation, si l'hospitalisation a eu lieu, il doit y avoir un compte-rendu d'hospitalisation de la réanimation. Mais je n'en ai pas la certitude. Thierry Paulin est mort du sida à l'hôpital-prison de Fresnes. Il était inculpé pour le meurtre de 18 vieilles dames à Paris entre 1984 et 1987. Une des plus sanglantes séries de l'histoire du crime. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il est écrit partout qu'il est mort à la prison de Fresnes. Il est écrit, vous dites, parce que... Partout, on voit ça. Décédé à la prison de Fresnes en avril 89. Non, il a été transféré... Oui, moi, mon stage à l'Hôtel-Dieu, c'était entre novembre et mai. Novembre 88, mai 89. Et donc, je l'ai rencontré en avril 89. Et encore une fois, je ne me souviens pas si il est décédé avant son transfert ou après avoir été transféré à Claude Bernard. Qu'est-ce qui vous est resté de tout ça ? Thierry Paulin, il est pas plus ni moins que tous ceux que j'ai rencontrés à ce moment-là, je dirais. Avec son histoire singulière, sa part monstrueuse, mais un récit de vie parmi d'autres. Toxicomane détraqué peut-être, assassin pour l'argent sans doute. Perturbé par sa maladie, le sida, pourquoi pas. Les psychiatres n'auront pas eu le temps de cerner sa personnalité. La mort le dérobe à la justice, il restera donc à jamais un assassin présumé.
On va où quand on meurt ? Alors, c'est étrange que vous me posiez cette question-là. Il se trouve qu'on se rencontre là parce que j'ai perdu ma mère au 1er janvier, le jour de ses 89 ans. Et je vis ça, j'ai la chance d'avoir mes 2 enfants à mes côtés. On est pris entre l'immense tristesse. On est en train de ranger son appartement qui est juste au 3e étage ici. C'est assez troublant d'être dans l'intimité de quelqu'un qui nous était si proche, mais qui avait son... Voilà, je découvre d'autres aspects de la personnalité de ma mère. J'ai eu la grande chance de pouvoir accompagner ma mère, d'être là pour les 15 derniers jours de vie. Et on a pu l'accompagner, on a pu être là, on a pu passer du temps ensemble. Et j'ai beaucoup pensé aux patients qui meurent seuls. Et je trouve que c'est terrible de mourir seul, de ne pas être accompagné par ses proches. Et je vois à quel point, voilà, ça m'a fait aussi réfléchir à nos conditions d'hospitalisation, d'autorisation ou pas, que la famille soit présente. Et je m'aperçois à quel point être tout seul face à l'angoisse de mort, ça doit être une expérience absolument terrifiante. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Patricia, quand une vieille femme disparaît, qu'est-ce qui s'en va avec elle ? Ce qui s'en va avec elle, c'est une vie. C'est une vie. Et c'est aussi ce qui m'a amenée à vous rencontrer. C'est-à-dire, je me suis dit, ça serait l'occasion de raconter quelque chose que j'ai vécu. Et l'expérience proche du décès de ma mère m'a vraiment incitée à témoigner en quelque sorte. Parce que finalement, c'est ça qui disparaît. C'est le témoignage direct, on va dire, d'un événement, d'une situation qui disparaît à tout jamais. Donc vous pensiez un peu à votre propre disparition, peut-être ? Oui, c'est vrai. Pas pour tout de suite, j'espère en tout cas, mais il y a quelque chose d'assez apaisant à déposer quelque chose, un récit qui sera partagé, je trouve. Quand je pense à la disparition de votre maman, où vous dites qu'elle n'était pas seule finalement, parce qu'il y avait votre présence sans doute très, très belle et réconfortante à ses côtés. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de penser aux victimes de Thierry Paulin qui sont mortes sous ses coups, sous ses tortures, dans une autre forme de solitude en fait. Ouais. C'est la pire façon de mourir peut-être. Ah oui. J'imagine, j'ose même pas imaginer, je pense qu'on peut même pas imaginer l'immense solitude et l'effroi terrible de ces victimes. Quel était le prénom de votre maman ? Vesna. Vesna ? Elle était yougoslave, d'origine macédonienne, et ça veut dire déesse du printemps russe. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, surtout en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Là, nous allons déjeuner avec mon fils chez une amie de ma mère qui va nous parler d'elle. Merci Patricia. Merci beaucoup. À bientôt peut-être alors. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. « 3, 2, 1. Je suis à mon bureau, ça fait quelques jours que j'ai rencontré Patricia et Lisa Doll vient de m'envoyer un document qu'elle a trouvé sur un site qui s'appelle tueurensérie.org. C'est un document qui parle de Paulin en prison et qui dit ceci. Thierry Paulin fut atteint de dépression. Ce fut, du moins, le premier diagnostic. En fait, il s'avéra rapidement que Thierry Paulin était atteint du sida et que les premiers effets de la terrible maladie commençaient à se faire sentir. Son état empira brutalement 1 an après son arrestation. Peu après, le 10 mars 1989,
Paulin fut amené d'urgence à l'Hôtel-Dieu. Bientôt, il tomba dans le coma. Il fut transféré à l'hôpital Claude Bernard de Paris. Soigné à l'aide d'antibiotiques, il lutta contre une tuberculose et une méningite, conséquence de son affaiblissement immunitaire. Thierry Paulin mourut dans la nuit du dimanche au lundi, 16 avril 1989, à l'hôpital des prisons de Fresnes, où il avait finalement été transporté. Il était âgé de 26 ans. Alors donc, ça veut dire que Patricia pensait l'avoir soigné pendant les tout derniers jours de sa vie, et en fait c'était 1 mois avant sa mort. Donc son agonie a été longue. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, tueurensérie.org, je sais pas quelles sont leurs sources, mais ça a l'air assez documenté. Alors je me souviens d'être allé aux archives nationales, il y a déjà pas mal de temps, où on m'avait autorisé à consulter certains éléments du dossier de Thierry Paulin, et notamment le compte-rendu de son autopsie. Il faut que je retrouve ça. C'est dans mon ordinateur. C'était juste après le confinement, je pense, en 2020. Il y a déjà 3 ans. J'étais un bébé à l'époque. Alors ça y est, j'ai retrouvé. J'ai d'abord une lettre du procureur de la République au procureur général, datée du 12 mai 1989, objet décès survenu à l'hôpital du centre pénitentiaire de Fresnes du détenu Thierry Paulin. Donc il est bien mort à Fresnes. J'ai l'honneur de vous tenir informé du décès survenu à l'hôpital du centre pénitentiaire de Fresnes le 17 avril 1989 du détenu Thierry Paulin, né le 28 novembre 1963 à Fort-de-France à la suite d'un arrêt cardiaque. L'intéressé était écroué depuis le 3 décembre 1987 suite à un mandat de dépôt de M. Janin, juge d'instruction à Paris, pour de nombreux homicides volontaires et vols aggravés. Ce détenu se trouvait au service des soins intensifs de l'hôpital du centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 10 avril 1989, du fait de l'aggravation de sa maladie, c'est-à-dire les complications évolutives du sida. Le médecin de garde, appelé par l'infirmière de permanence suite à un premier arrêt cardiaque de Thierry Paulin, effectuait une ventilation artificielle, puis des massages cardiaques externes. Malgré ces tentatives, il devait constater le décès vers 4h10 du matin. Les conclusions du rapport d'autopsie confirment l'enquête diligentée en relevant que les lésions pulmonaires sont à l'origine du décès, mais l'ensemble des lésions observées entre dans le cadre d'infections intercurrentes au sida. Dans ces conditions, le présent dossier a été classé sans suite au parquet de Créteil. Et ensuite, j'ai le rapport d'autopsie. L'examen extérieur du cadavre. Nous sommes en présence du corps d'un homme jeune, mesurant 1,82 m, pesant 57 kg et portant le numéro 1025 de l'Institut médico-légal de Paris. Il nous est indiqué comme étant celui de Paulin Thierry. Le corps n'est pas putréfié, la rigidité est présente. À l'examen externe, nous n'observons pas d'échymose, pas d'hématome, pas de plaie. Présence d'hématomes récents au niveau des poignets, droit et gauche, en rapport avec les manœuvres de réanimation. Ensuite, il y a l'autopsie, mais je vous en fais grâce. En gros, il vérifie qu'il n'a pas été tué, j'imagine. Qu'il n'a pas été violenté. Et voilà, c'est Thierry Paulin qui, après avoir assassiné entre 20 et 40 personnes, on ne sait pas bien, c'est lui qui se retrouve à la place du mort. À ce propos, 2 personnes ont attiré mon attention sur le protocole compassionnel d'Hervé Guibert. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui a été publié en 1991, et qui raconte en gros la dernière année d'Hervé Guibert, qui était malade du sida. Et donc je disais que 2 personnes, un ami à moi qui s'appelle aussi Julien, et une contributrice prénommée Camille, tous les 2 m'ont dit que dans le protocole compassionnel, Hervé Guibert parlait de Thierry Paulin. Alors c'est à la page 109 du folio. Guibert parle d'un certain Bruno. Voici ce qu'il dit. J'ai appris la mort de Bruno en achetant le journal. Je ne savais pas qu'il était malade. Il est mort le même jour que l'assassin des vieilles dames, Thierry Paulin, qui, a-t-il dit, avait décrété qu'il tuerait, violerait et torturerait le plus grand nombre possible de vieilles femmes
le jour où il avait appris, à l'âge de 20 ans, qu'il était atteint du sida. Sa série de meurtres était sa course à lui contre la mort. Alors je serais curieux de savoir quand Paulin a appris qu'il était atteint du sida, et je ne sais pas du tout si ça a un lien avec les meurtres qu'il a commis. En tout cas, s'il se savait condamné, c'est sûr qu'il pouvait laisser libre cours à ses pulsions et tuer des vieilles femmes. Alors j'ai reçu aussi le mail d'un auditeur qui se prénomme Grégory et que je salue ici et que je remercie parce que je n'ai pas eu le temps de lui répondre, qui me dit qu'il est un aficionado de l'anti-enquête, grand passionné même, qu'il écoute depuis quelques mois. Alors il m'écrit « Il faut savoir que je complète très souvent l'écoute d'un épisode par de multiples recherches sur le net, enquête de complément, recherche sur le site de l'INSEE, sur Google Earth, partout où je peux identifier quelqu'un, un lieu, une adresse, et entre parenthèses, d'ailleurs, un détail qui m'a surpris, c'est que Thierry Paulin n'apparaît pas sur le fichier des décès de l'INSEE, et c'est très surprenant. J'ai beau chercher par date, par lieu de naissance et de décès, aucune occurrence, rien. Mystère, ou alors je cherche mal, point d'interrogation. C'est très mystérieux en effet. En tout cas, je ne sais pas où Thierry Paulin a été enterré. Vous me posez souvent la question, et ceci me fait penser à notre victime, André Geskov, veuve Ladan, qui elle a bien été enterrée en hiver 1986. Alors, comme je ne trouve pas de traces de ses descendants, qui sont probablement tous décédés, peut-être qu'elle avait des petits-enfants mais j'en ai pas connaissance, j'aimerais aller voir au cimetière. Je sais que son mari est enterré au cimetière de Bagneux, donc elle doit y être aussi. J'aimerais voir ce que raconte sa tombe, si elle est entretenue par exemple, et si ses enfants sont enterrés avec elle. À suivre. Il faut aller au bout. Rebelote. Qui c'est ? Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Est-ce que c'est un aliéné ? Est-ce que c'est un gars qui travaille dans les PTT qui installe le téléphone ? Merci à Françoise, à Ninon Chapuis. Elle a terminé avec un sac plastique sur la tête. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Et l'autre là ? Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Hein ? Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. C'est pas moi !